Bonjour à tous, l'Allée Paris est heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pharma Now. Aujourd'hui, nous rencontrons David Senati. Bonne écoute. Laissons tout d'abord notre invité se présenter. Moi, c'est David Senati, donc je suis docteur en pharmacie comme vous bientôt. Ensuite, je suis de la fac de pharma de Montpellier à la base. Je suis montpelliérain, enfin je suis du Sud, maintenant je suis à Paris, mais je n'oublie pas mes origines. Et donc j'ai fait les années de pharma. Ensuite, j'ai fait un master spécialisé en entrepreneuriat en école de commerce à HEC Paris, pendant lesquels j'ai appris davantage sur évidemment le management des entreprises, mais surtout l'innovation, l'entrepreneuriat et comment faire en fait concrètement pour monter sa boîte. C'est pas forcément des choses qu'on apprend en pharmacie de fait, mais c'était important d'avoir cette spécialisation pour me lancer. Donc j'ai créé mon entreprise à la sortie d'HEC, à la place du stage de fin d'études, dans le domaine de la e-santé. Domaine de la digitalisation du secteur de la santé et plus particulièrement la boîte s'appelle toujours MedAppCare et c'est dans la certification des applications mobiles de santé. Et donc MedAppCare, c'est la première entreprise à certifier les applications et les sites internet dans le domaine de la santé et du bien-être en Europe, accrédité par un État. Donc, en fait, c'est l'entreprise qui est reconnue par l'État pour, si vous voulez, certifier les applis et les sites dans ce secteur. Ça a été pratiquement 8 années d'une formidable expérience, rencontré plein de monde, participé à de nombreux événements, eu de formidables partenaires et clients qui nous ont accompagnés pendant toutes ces années. Et bien entendu, j'ai eu un associé, Gilles Brault, qui est également très dynamique et qui a impulsé par sa venue à MedAppCare, également une belle dynamique, notamment au niveau de la communication, de la formation et du développement des activités de service de l'entreprise, qui est lui-même pharmacien et qui était le directeur de la publication du Moniteur des pharmacies pendant de nombreuses années. Donc, MedAppCare, j'ai dirigé la boîte pendant presque 8 ans et j'ai été expert à la Commission européenne sur l'évaluation des applications mobiles de santé, également dans cet intervalle, également participé à de nombreux groupes de travail au niveau des autorités, etc. Et il se trouve qu'il y a maintenant 1 an et demi, on va dire à peu près, je sais plus, je tiens pas trop les comptes, 1 an et demi, le ministère de la Santé est venu me chercher pour le poste que j'occupe actuellement, que je vais vous décrire ensuite, et donc j'ai revendu l'entreprise MedAppCare à un groupe de certification leader dans le monde sur tout type de certification et qui souhaitait se développer dans le domaine de la santé. Mon associé est resté dans l'entreprise et maintenant est un des dirigeants de cette boîte sur la partie santé. Et donc moi je suis maintenant à la délégation ministérielle au numérique en santé, qui est un service du ministère rattaché auprès du cabinet du ministre et qui est en charge de déployer la feuille de route du numérique en santé en France. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et au sein de la DNS, j'occupe des fonctions qui sont plus particulièrement liées, bien sûr, à l'entrepreneuriat et à l'innovation et à la conformité. Donc, dans toutes nos actions que l'on mène au sein de la DNS, dès qu'un projet a trait à ces sujets-là, en général, j'y suis associé ou je le pilote. Notamment, on a créé récemment Genius, qui est le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé, qui est un service public destination des entrepreneurs, qui leur permet d'accélérer leur mise sur le marché, d'accélérer leurs innovations et de faciliter leur vie. Et on a plein d'autres projets liés à la formation des professionnels de santé, l'acculturation, l'appropriation par tout l'écosystème de nos référentiels, de nos règlements et autres sujets réglementaires. C'est partie également de mes fonctions d'être à l'interface entre l'écosystème et nos productions de référentiels et s'assurer que tout le monde puisse comprendre aisément ce que l'on fait et puisse l'implémenter ensuite dans leur service. Donc voilà, j'ai ce rôle-là.
à la délégation. Donc, vous m'avez posé la question sur le parcours académique et ensuite professionnel. Donc c'est bien ça. Et donc, il y a des pharmaciens un peu partout, vous voyez, même au numérique en santé, au ministère de la Santé, il y a des pharmaciens. Donc, ce qui montre que vraiment, nos études sont vraiment, on est vraiment des couteaux suisses quand on termine nos études de pharmacie. Et il ne faut pas désespérer, vous tous étudiants, que des fois, quand vous allez en cours et qu'il y a des choses qui vous intéressent moins que d'autres, c'est pas grave. In fine, quand vous allez travailler dans le monde du travail, vous allez solliciter peut-être pas toutes les compétences, probablement d'ailleurs pas toutes les compétences que vous apprenez aujourd'hui. C'est un chemin qu'il faut passer, mais ensuite vous irez faire des choses qui vous passionnent et vous verrez que vous mobiliserez des choses que vous aurez apprises, en l'occurrence sur les affaires réglementaires. Évidemment que c'est des sujets que je mobilise beaucoup aujourd'hui sur les dispositifs médicaux notamment. Et donc voilà, le côté pharmacien n'est jamais trop loin. Merci pour votre présentation qui montre un parcours très riche. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'à la sortie de vos études, vous avez réussi à créer une entreprise sans forcément avoir d'expérience de salariat. Oui, effectivement. C'est pas une obligation. D'ailleurs, c'est plutôt, il y a un côté effectivement un peu aventurier, on va dire ça comme ça. Même si avec la formation entrepreneuriat, cette formation nous a permis de nous donner les clés pour monter sa boîte et des erreurs à ne pas faire. C'est une formation qui est très pratico-pratique HEC Entrepreneur. C'est pas des cours académiques, c'est des mises en situation permanentes toute l'année. Donc en réalité déjà, on a une bonne vue un peu des choses à faire et des orientations à donner, stratégiques, etc. pour son entreprise et pour son développement. Mais c'est vrai que j'ai pas été salarié dans une entreprise au préalable et ça peut être également un côté positif parce qu'on peut rester un peu bisounours si vous voulez. On peut croire que c'est vraiment tout est possible, qu'il y a pas de contraintes, que voilà on y va à fond et on pinaille pas sur des expériences qu'on aurait pu avoir côté salariat, côté management, côté des contraintes diverses et variées. Donc on fait fi de ça parce qu'on les connaît pas. On les découvre au fil de l'eau et puis finalement on a bien fait de foncer et de pas non plus des fois on a toujours tendance des fois à tourner en rond, on veut se lancer, on sait pas trop quels sont les risques, où est-ce que je dois le faire, est-ce que c'est maintenant, pas maintenant et tout ça. Donc là, concrètement, on y va et puis on fonce, quoi. Et donc, c'est un peu ce qu'on nous apprend d'ailleurs à HEC Entrepreneur, c'est jeter-les à l'eau, ils apprendront à nager. C'est un peu la baseline de la formation. Et c'est un peu ça, quoi. Donc, on se lance et puis on verra, quoi. On est motivé, on est passionné, on y arrivera toujours. C'est vrai que votre parcours est très intéressant. Justement, comment vous êtes intéressé au numérique dans le domaine de la santé ? Pendant les études de pharmacie, à la fac de pharma, j'étais très curieux des technologies. J'ai été l'ancêtre de parce que là aujourd'hui on plein de réseaux sociaux, etc. Mais à l'époque j'étais blogueur santé. C'était le tout début des blogs, donc j'avais créé un WordPress, j'avais appris à installer WordPress sur le serveur, etc. Machin, j'avais pris des petits cours spécifiques et je m'étais dit je vais me lancer là-dedans, écrire des articles de vulgarisation scientifique de prévention santé pour illustrer un peu les cours qu'on apprend. Voilà, des fois on apprend des choses un peu bêtement et on se dit bah tiens concrètement ce que ça veut dire, on se documente, on prend un peu de temps pour le faire et finalement je me dis bah autant en faire profiter les autres. Et donc j'avais créé un blog qui s'appelait Philafarm et j'avais gagné un prix au moniteur des pharmacies à l'époque. Et le fait d'aller tripoter un petit peu les serveurs, d'installer des trucs, etc. À l'époque c'était pas aussi facile que maintenant. Et on était dans les années 2009, 2008, je sais plus. Et donc, je m'étais vachement bien accroché au sujet. Je m'étais dit, ce qui m'intéresse en fait, c'est l'aspect techno, l'aspect communication, développer des produits en ligne. Je sentais qu'il y avait un truc à faire. Les smartphones sont apparus à ce moment-là. Premier smartphone 2008, iPhone et tout là. Donc du coup, en même temps, il y a eu ça qui est arrivé. Je me suis dit, tiens, il y a des applications mobiles à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Les applications de santé, qui les a vérifiées ? Enfin, n'importe qui peut en fait développer des applications de santé. C'est bizarre. Et donc, j'ai fait ma thèse sur le sujet de la réglementation, thèse de pharma sur le sujet de la réglementation des applis mobiles de santé. Et puis après, j'ai eu l'idée de monter, de dire, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille les vérifier, c'est pas possible, et ça ne peut être autre qu'un pharmacien qui monte ce genre de boîte. Et donc j'ai fait HEC Entrepreneur avec ce projet, et j'ai lancé la boîte, et puis finalement,
j'étais hyper spécialisé là-dessus, donc hyper pointu sur le sujet de l'évaluation des applis, la réglementation et tout ça, ces sujets-là. J'ai donné des cours à la fac, dans différents établissements. À la fac des pharma de Montpellier, je continue à donner des cours, Master 2 Affaires réglementaires, initiation à la e-santé en 5e année, 6e année, et également un DU e-santé à la fac des pharma de Montpellier. Et puis je me suis pris un peu au jeu, j'étais expert à la Commission européenne, et puis la boîte a progressé, et puis finalement, ben voilà, je suis un peu expert sur les sujets de conformité du numérique en santé, sur les sujets d'applications mobiles et de services pour les patients. C'est un peu mon ADN, et donc c'est tout naturel, Eric. En fait, j'ai été passionné au début par des sujets assez simples, techniques, d'installation de sites, de plugins, de machin, de trucs. Et puis finalement, de fil en aiguille, les smartphones sont apparus. Et puis j'ai été happé par la dynamique. Et c'est comme ça que ça s'est fait assez naturellement, en fait. Si on s'intéresse un peu plus à Medapcare que tu as créé, ça t'a pris combien de temps pour la développer, cette appli? Enfin, l'entreprise, en fait, j'ai créé la boîte en 2012. Il a fallu quand même une paire d'années, en fait, parce que c'est quand même un sujet très particulier. Dire qu'on va évaluer des applications de santé, qu'on va les certifier, tout ça, ça nécessite quand même 2 minutes. Effectivement, c'est pas juste on va développer une énième appli. Alors, c'est en soi compliqué, développer des applis, de créer un nouveau produit, de se positionner, etc. Mais alors là, certifier les autres, ça nécessite quand même d'être sacrément à l'aise sur le sujet, d'avoir fait le tour de toutes les problématiques potentielles pour évaluer les autres. Donc ça nécessite quand même un peu de recul. Donc pendant 2 ans, j'ai travaillé sur le développement de la méthodologie d'évaluation. Il a fallu aller rencontrer de nombreux experts institutionnels, des associations d'usagers, de professionnels de santé, des acteurs en région, des industriels, etc. Et de fil en aiguille, accompagné par des experts sur ces différentes thématiques de sécurité, de protection de données, d'ergonomie, de qualité du contenu, et puis commencer à développer la première version du référentiel d'évaluation. Et ensuite, commencer à évaluer les premières solutions. Mais il fallait déjà avoir un référentiel un peu solide, l'avoir présenté à tout le monde, que tout le monde ait donné leur avis, etc. Enfin, c'est un processus qui est un peu long. Et la reconnaissance par l'État ça s'appelle l'accréditation de Medapcare, c'est fait bien plus tard, puisqu'il faut, en fait, le temps qu'on se fasse accréditer, ça prend un temps assez important. Surtout sur un secteur qui est pas du tout, qui est tout nouveau. Donc l'État n'a pas l'habitude, si vous voulez, de vous donner un peu son blanc-seing sur un sujet qui est tout nouveau. Donc ça nécessite un peu d'antériorité et de mettre en place aussi des processus. Ensuite, il a fallu structurer l'activité, l'impartialité, les conseils scientifiques, toutes les procédures pour les évaluateurs. Enfin, c'est des mois et des années ensuite de travail aussi autour de la structuration des process. Et en fait, ça s'est fait de manière agile, je vous dis pas que j'ai attendu 15 ans pour monter le truc, mais j'ai monté la boîte et ensuite, petit à petit, j'ai d'abord fait un premier référentiel, testé quelques trucs, puis ensuite structuré l'activité, puis ensuite on a été accrédité, et puis ensuite voilà. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Et en même temps, le secteur se développait parce que quand j'ai monté la boîte en 2012, c'est à peine si vous aviez un smartphone. Enfin, je veux dire, bon. Maintenant, tout le monde en a un. Il y a plus de 300 000 applications mobiles de santé dans le monde. À l'époque, il n'y en avait quasiment pas. Quand j'ai monté la boîte, on était à moins de 20 000. Je crois qu'on était à moins de 17 000 applications mobiles de santé dans le monde. Aujourd'hui, c'est plus de 300 000. Donc, c'est vrai que la boîte a grandi. Enfin, l'activité a progressé au fur et à mesure que le secteur s'est aussi développé. C'est voilà un petit peu pour répondre à ta question. D'accord. Et en fait, vous êtes placé sous quel axe pour évaluer les applis? Enfin, vous évaluez quoi? L'ergonomie, le contenu médical? Medapcare, parce que tu sais, maintenant, j'y suis plus. Donc, voilà, je suis plus à Medapcare, je suis au ministère de la Santé. Donc, si tu veux, je peux te dire comment on a développé à l'époque le référentiel d'évaluation. C'est vraiment sur des axes de qualité du contenu pour vérifier que
l'application ne soit pas malfaisante, quoi, qu'elle fasse les choses correctement et qu'elle ne dise pas n'importe quoi. On n'était pas sur la fiabilité du contenu, mais sur sa qualité intrinsèque, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une bibliographie, est-ce qu'il est mis à jour régulièrement, est-ce qu'il a été produit par des auteurs compétents en la matière, voilà, ce genre de choses. Plutôt que de dire est-ce que finalement ça apporte un bénéfice ou pas, ce qui signifierait qu'il fallait faire des essais cliniques et tout ça. Donc en fait, on demandait aux éditeurs de nous prouver qu'ils avaient factuellement certains items objectifs, parce que la certification, ça doit être objectif. Donc, on devait vérifier certains items sur la qualité du contenu. Sur la protection des données personnelles, c'est sur les sujets un peu RGPD, vous voyez. Donc, c'est les données personnelles qui sont collectées, lesquelles, pourquoi faire, où elles sont stockées, est-ce qu'elles sont revendues à des tiers, est-ce qu'elles sont anonymisées, enfin bref, tout ça. Des sujets autour de l'ergonomie, est-ce que l'application est accessible pour tout public, seniors, personnes en situation de handicap, tout type de déficience visuelle, etc. Et ensuite, le volet de sécurité, cybersécurité, où là, on faisait des tests d'intrusion. Donc, on allait vérifier que, en faisant des vrais tests techniques, qu'il n'y avait pas possibilité d'aller choper des données par des tiers malveillants, toute une batterie de tests techniques de sécurité à faire. Et donc, la totalité de l'ensemble de ces 4 blocs formait le programme de certification qu'on avait mis en place, qui est toujours en place, mais que je ne gère plus, comme vous avez bien compris. Et donc, j'ai d'ailleurs plus de lien avec MedHelpCare, maintenant que je suis au ministère de la Santé. J'ai revendu la totalité de l'entreprise, donc je n'ai plus du tout de lien depuis maintenant plus d'1 an. Nous espérons que cette première partie de notre rencontre avec David Senati vous a plu et inspiré. On vous donne rendez-vous pour la seconde dans laquelle David nous dévoile des initiatives inédites pour soutenir le domaine de la santé et du numérique, dont une tout juste mise en place par le ministère de la Santé afin d'accélérer l'innovation en e-santé.